Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le sport dans la salle? Ouais. Est-ce qu'on a des amateurs de baseball, peut-être? Pas sûr. Oui? Des gens qui aiment les données, les statistiques, peut-être? Oui, c'est bon. Bon, ben, on est en voiture. On va se mettre dans une situation où on est des recruteurs d'une grande ligue de baseball, puis on cherche à construire une équipe. Évidemment, dans notre équipe, on veut les meilleurs joueurs. On veut des coureurs rapides, des frappeurs puissants et un lanceur précis. Bref, on veut une équipe équilibrée et surtout qui se complète bien. Alors, comment on fait pour construire cette équipe-là du tonnerre? Et si on regardait les données, les statistiques? Ceux qui suivent le sport le savent, dans ce domaine-là, ils s'en calculent des statistiques. Au fil des matchs, pour chacun des joueurs, on enregistre toutes sortes de données sur leur performance. Au baseball, on peut penser à la moyenne au bâton, la distance de frappe, le nombre de coups sûrs, de présence sur les bases, etc. Je vous donne quelques exemples, mais en vrai, il y en a plus d'une centaine. D'ailleurs, le baseball est reconnu comme le sport où il y a le plus de statistiques. Donc, on a tous ces joueurs-là à analyser et chacun de ces joueurs-là va avoir plus d'une centaine de statistiques à son actif. Alors, puis, dans tout ça, nous, on veut faire du recrutement. Donc, on pourrait tous les regarder un par un, et toutes leurs statistiques associées, mais ça serait sûrement vraiment long. Heureusement, il y a une technique statistique qui peut nous aider. Et cette technique-là, elle va nous aider à voir plus clair dans nos données pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Et cette technique-là, elle se nomme l'analyse factorielle. Et on va la voir tout de suite en action. En passant les données de 600 joueurs offensifs de la Ligue américaine de baseball dans un procédé informatique d'analyse factorielle, ça, c'est des données qu'on peut trouver sur Internet. Bien, on trouve deux grandes dimensions pour nos joueurs. Il va y avoir la force de frappe, puis la vitesse de course. Visuellement, on peut représenter ces deux facteurs-là sur un graphique, avec en Y, la force de frappe, puis en X, la vitesse de course. On a un petit exemple ici avec Marc, qui est un frappeur très puissant, mais moins rapide, comparativement à Jérôme, qui est plus rapide, mais moins fort. Dans toutes nos données, chacun de nos joueurs va avoir son point à lui sur ce graphique-là. Il va y en avoir des plus forts, des plus rapides, puis il va y en avoir des plus équilibrés dans le milieu. Alors, nous, si on est à un point où on veut recruter un frappeur qui est puissant, bien, on va savoir qu'on doit se concentrer sur les points qui sont en haut du graphique. On ne se concentrera pas sur le reste parce que ce n'est pas de l'information qui est importante pour nous dans notre prise de décision. De nos jours, il y a une quantité astronomique de données qui sont récoltées, puis ce n'est pas toujours de l'information dont on a besoin pour prendre des décisions. Par exemple, saviez-vous que le nombre de fois qu'un joueur ajuste sa casquette pendant un match, bien, c'est une statistique qui est collectée. Alors, ce qui est super intéressant avec l'analyse factorielle, c'est qu'on rassemble dans ces facteurs-là toute l'information dont on a besoin pour dire que ce joueur-là, il frappe fort. Donc, on résume l'information qui va être fournie par exemple, la moyenne au bâton puis la distance de tir. Et ça nous aide à prendre la meilleure décision. Donc, déjà, avec ces deux facteurs-là, on serait déjà pas pire pour prendre une décision, pour faire notre sélection. Mais on peut aller plus loin parce que la force et la vitesse, c'était nos deux premières dimensions. Mais il y a d'autres dimensions qui sont possibles. On peut juste penser aux variables biométriques comme la force du quadriceps ou des variables psychologiques comme la concentration, l'attention. Tout ça, des variables qu'on pourrait rajouter pour avoir une vision encore plus globale puis un modèle complet. Alors, moi, je ne travaille pas sur des données de joueurs de baseball, mais comme biostatisticienne dans le domaine de la santé, j'utilise des données cliniques puis des réponses à des questionnaires pour trouver des tendances qui sont cachées. Alors, j'utilise des procédés comme l'analyse factorielle pour voir plus clair dans mes données quand j'en ai une grande quantité, puis il faut que je regroupe l'information qui est importante. Je viens de vous présenter l'analyse factorielle, une technique statistique avancée qu'on utilise pour voir plus clair dans nos données pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Puis, quand on se concentre sur l'essentiel, c'est là qu'on trouve les solutions gagnantes. Merci pour ta présentation. Je me demandais combien de facteurs à la fois tu peux regarder, parce que là, tu nous as présenté 2 facteurs, mais est-ce que tu peux en regarder plus et est-ce que tu es limité dans le nombre de facteurs?
Bien, théoriquement, on peut avoir n-1 avec le nombre de variables qu'on a facteur. Toutefois, le premier facteur, ça va être celui qui va regrouper l'information la plus importante. Et le deuxième va être celui avec la deuxième, qui va rassembler l'information en deuxième, en troisième. Donc, plus on avance dans la quantité de facteurs, moins ils vont réussir à expliquer de l'information. Donc, quand on résume aux 2-3 premiers, normalement, on arrive à expliquer la majorité de la variance, la variabilité de notre jeu de données, ce qui est l'objectif. Dans le fond, nous, on veut réduire la dimensionnalité. Je vous signale, j'ai oublié de le dire, que dans le cas d'Alix, mais qu'il y a aussi, maintenant, c'est le moment d'enregistrer votre appréciation pour sa présentation, le vote du public qui sera remis demain. Et c'est vous qui décidez. Alors, question d'une juge en avant, on peut apporter un micro. Voilà, merci. Alors, tu nous as dit que toi, tu n'analysais pas des joueurs de baseball, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de données sur lesquelles tu as travaillé? Oui, alors moi, mon projet il consiste à valider un outil questionnaire. Alors, c'est important, les questionnaires qui passent par la validation statistique parce que ça nous assure qu'ils ont été bien compris. Alors, comment on utilise l'analyse factorielle dans ce contexte-là? C'est qu'on administre un questionnaire, on reçoit des réponses, puis on a en tête que ce questionnaire-là, il mesure des grands thèmes qui ne sont pas nécessairement mesurables à l'aide d'une question. Par contre, on peut dire, moi, le questionnaire sur lequel j'ai travaillé, c'est un questionnaire de mesure de l'expérience de patients. Et on peut dire qu'un grand thème serait la communication entre le professionnel de la santé et le patient. Alors, la communication, juste mesurer ça comme ça, c'est un peu difficile, mais on peut le faire à l'aide de questions qui vont être nos indicateurs. Par exemple, j'ai été traitée avec respect, avec politesse. Et en utilisant le concept d'analyse factorielle, on est capable de regrouper, comme on l'a fait avec les métriques et qu'on a rassemblé ça dans le facteur force, bien, nous, on est capable de dire cette question-là, ça mesure ensemble la communication parce que les réponses à ces questions-là, ils sont très corrélées. Donc, ça nous dit que le même thème sous-jacent a été mesuré. Par contre, si on recevait des questions qui allaient un peu dans un autre sens avec une question, par exemple, mais ça nous indiquerait que peut-être que cette question-là a été mal comprise, ça vaudrait la peine de la réviser ou de l'enlever du questionnaire parce qu'elle ne va pas avec les autres. Elle ne fait pas partie du regroupement. Question, Alix. Dans quelle mesure c'est un outil d'usage courant en sciences que l'analyse factorielle, voire multifactorielle? Okay. On s'en sert beaucoup? On s'en sert quand on a une grande quantité de données, puis que pour l'œil humain, on a beau regarder 2D, 3D, là, 4D, on devient comme un peu limité. Alors, c'est dans la mesure où on va être capable d'expliquer les choses, de dire que cette information-là, on peut la résumer. On a des variables ensemble, mais elles sont tellement corrélées qu'on est capable de regrouper l'information que chacune nous apporte dans un grand facteur. Et comment on sait qu'elles sont corrélées, soit, mais qu'il y a un lien de cause à effet? Ah, bien ça, c'est pour réfléchir. C'est là parce que souvent, on peut voir deux facteurs qui évoluent ensemble, mais qui ne sont pas nécessairement liés. Oui, exactement. Donc, l'analyse factorielle, ça nous dit mathématiquement qu'est-ce qui arrive, mais après, il faut y penser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Des questions dans la salle? Oui, vous avez déjà parlé du problème de dimensionnalité, mais on trouve surtout dans les cadres de biologie qu'il y a des données qui manquent, c'est-à-dire des questionnaires qui ne sont pas complets, qu'il y a des items qui manquent en fait. Comment vous faites pour traiter ce type de données? OK. Oui, c'est une très bonne question parce que moi-même, dans mon projet, j'ai traité des données manquantes, des questionnaires incomplets. J'ai utilisé un estimateur. Dans le fond, un modèle d'analyse factorielle va utiliser un estimateur de maximum de vraisemblance. Et il y en a un qui s'appelle le Full Information. Donc, il va utiliser toute l'information qu'il peut obtenir. Donc, si un questionnaire est incomplet, bien, il va quand même aller chercher cette information-là. Il ne l'aura pas au complet, mais donc c'est des données qui ne sont pas éliminées complètement.